Ce ne devait être qu'un autre gala impeccable. Verres en cristal qui teintent, hommes en smoking, échangeant des fortunes à voix basse. Mais lorsqu'une fillette aux pieds nus pénétra dans la salle de bal, personne ne la remarqua, jusqu'à ce qu'elle tournoie en parfaite harmonie avec le garçon qui ne dansait jamais. Toutes les conversations s'éteignirent. Et depuis l'escalier de marbre en contre-haut, Richard Moreau retint son souffle. Qui était-elle? Et qu'avait-elle donc éveillé chez son fils silencieux? Richard Moreau était un homme qui possédait tout, pouvoir, argent, prestige, tout, sauf la seule chose qu'il ne pouvait acheter, un lien. Pendant 8 ans, il avait tenté d'atteindre son fils, Étienne, thérapeute, spécialiste, appareil de pointe, mais rien n'avait brisé le silence. Étienne vivait dans un monde feutré de routine, alignant des petites voitures, évitant le contact visuel, ne parlant jamais, ne souriant jamais. Pour le monde, Richard était un titan. Pour son fils, il n'était qu'une ombre dans le couloir. Ce soir-là, lors du gala annuel de la technologie et de l'humanitaire qu'il finançait lui-même, il avait emmené Étienne, juste cette fois, juste pour l'exposer au monde, comme l'avaient dit les experts. Mais Richard n'était pas préparé à la fillette aux pieds nus, à la façon dont Étienne la regardait, à la façon dont il bougeait. C'était la première fois que son fils faisait un pas vers quelqu'un, et Richard ignorait ce que cette unique danse allait changer. Richard Moreau ne venait pas d'un milieu fortuné. Il avait bâti sa propre richesse, d'abord comme ingénieur en logiciel, puis comme PDG visionnaire. Il était le genre d'homme qui contrôlait les conseils d'administration d'un seul regard, qui croyait que chaque problème avait un code à déchiffrer, une logique à maîtriser, sauf Étienne. Quand sa femme était décédée en couche, Richard s'était enseveli sous le travail, se disant que le succès comblerait le vide, que l'argent réparerait ce que la vie avait brisé. Mais Étienne n'était pas brisé, il était simplement inaccessible. Chez lui, Richard se déplaçait dans un pantouse de verre et d'acier comme un invité dans un musée. Les lumières étaient automatiques, les conversations, elles, étaient tout aussi inexistantes. Étienne ne parlait jamais, ne touchait jamais, ne réagissait jamais, à moins que quelqu'un ne change l'ordre de ses boîtes de céréales ou ne mette la musique trop fort. Même les étreintes lui étaient étrangères. Le contact signifiait la panique, le bruit, une crise. Les nounous allaient et venaient. Les spécialistes prenaient des notes. L'un d'eux avait même dit « Monsieur Moreau, certains enfants restent simplement dans leur propre monde ». Mais cela ne suffisait pas à Richard. Il détestait cette réponse. Il détestait l'impuissance. Il continua de pousser. Il créa l'Initiative Moreau, une fondation sur l'IA pour la neurodiversité. Il fit don de millions à la recherche, aux écoles et aux campagnes de sensibilisation. Mais en privé, il n'arrivait même pas à regarder son fils dans les yeux. Leur routine était sacrée. Étienne mangeait le même dîner à la même heure, s'asseyait près de la fenêtre avec son casque, puis dessinait de silencieuses boucles dans son carnet de croquis avant de se coucher. Pas de mots, pas de sourire, juste le silence. Jusqu'au gala. Richard n'avait jamais emmené Étienne à un événement public auparavant. Mais le psychologue pour enfants avait insisté sur le fait que cela pourrait être thérapeutique. Alors il habilla Étienne d'un smoking miniature, engagea un thérapeute de soutien pour l'accompagner discrètement et l'amena dans la salle de bal de l'hôtel, pensant qu'il s'assiérait dans un coin pour observer. Et c'est ce qu'il fit. Au début, jusqu'à ce qu'une fillette, petite, menue et pieds nus, apparue de nulle part, se dirige vers le garçon que personne ne pouvait atteindre. Elle ne parla pas. Elle bougea, tout simplement, et Étienne, pour la première fois de sa vie, bougea avec elle. Ce fut l'instant où le monde entier de Richard, tout ce qu'il croyait savoir sur le lien, le contrôle et l'amour, commença à se fissurer. Il fut un temps où Richard croyait qu'Étienne rattraperait son retard. Il s'accrochait au diagnostic précoce, haut potentiel de fonctionnement, retard de développement,
prometteur, des mots qui laissaient entrevoir l'espoir. Il fit construire une aile entière au siège de son entreprise, dédiée à l'éducation neurodiverse. Il créa des applications de communication, engagea les thérapeutes les plus chers du pays et transforma la parentalité en science. Tout cela au nom d'un seul rêve, entendre son fils dire « Papa ». Ne serait-ce qu'une fois, il l'imaginait, répétait comment il répondrait. Peut-être pleurerait-il, peut-être hocherait-il simplement la tête, silencieux et fier. Peu importait. Il voulait juste compter pour Étienne. Mais les années passèrent et Étienne resta silencieux, insensible aux étreintes, aux fêtes, aux surprises. Une fois, lorsque Richard l'emmena voir un feu d'artifice, Étienne hurla jusqu'à ce qu'on doive le calmer avec des médicaments. Son souvenir le plus vif n'était pas un anniversaire ou un voyage en famille. C'était Étienne assis par terre à 6 ans, se balançant d'avant en arrière dans une tempête de larmes parce que la femme de ménage avait déplacé une lampe de quelques centimètres vers la gauche. Richard cria ce jour-là. Il le regretta instantanément, mais Étienne ne tressaillit pas, ne pleura pas plus fort, ne leva pas les yeux. Il continua simplement à se balancer, perdu dans un monde qui ne laissait pas entrer son père. Ce fut la première fois que Richard se sentit vraiment invisible. Après cela, le rêve commença à changer. Il cessa de croire qu'Étienne parlerait un jour, cessa d'espérer des percées. Au lieu de cela, il se concentra sur des projets publics. L'initiative Moreau devint sa nouvelle mission. Il apparut en couverture de magazines, gagna des prix pour l'innovation dans la recherche sur l'autisme. Lors des galas, il parlait de jeter des ponts entre les mondes, de créer l'accès, de libérer le potentiel. Mais chez lui, il n'arrivait même pas à faire asseoir Étienne à côté de lui. Ce soir-là, au gala, il ne s'attendait pas à un miracle. Il s'attendait au protocole. Étienne resterait près des sorties, casque à réduction de bruit sur les oreilles, dessinant ses boucles familières. Et Richard serrerait des mains, poserait pour des photos, puis disparaîtrait avant le dessert. Mais alors, un flou de mouvement. Une fillette, sale, pieds nus, peut-être 9 ans, se faufila devant la sécurité et erra près de la fosse d'orchestre. Personne ne la remarqua. Elle ne vola rien. Elle ne mendiait pas. Elle se tenait juste là, les yeux fermés, écoutant la musique. Quand elle vit Étienne, elle n'hésita pas. Elle se dirigea vers lui, sans peur, sans confusion. Et quand elle tendit la main, Étienne la prit. Richard se figea. Le temps s'arrêta. Les deux commencèrent à se balancer, maladroits au début, puis étonnamment en synchronie, comme si la musique avait connecté un fil entre deux mondes complètement différents. Autour d'eux, les gens chuchotaient. Les téléphones se levèrent. La sécurité s'avança. Richard se tenait en haut de l'escalier, le cœur battant la chamade. Son fils dansait. Pas des mouvements répétitifs, pas de tressaillements. Il dansait, avec une étrangère, une fillette qui n'aurait pas dû être là. Et pour la première fois de sa vie, Richard ne savait absolument pas quoi faire. Il croyait encore, d'une manière ou d'une autre, qu'il pouvait contenir cela, le contrôler, l'expliquer. Mais au fond de lui, une fissure s'était formée. Et il pensait encore qu'il pouvait la réparer. La musique s'adoucit, s'estompant dans un silence qui enveloppa la salle de bal. Tous les regards se tournèrent vers le centre, où Étienne et la fillette bougeaient comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Richard resta figé en haut de l'escalier, la main agrippée à la rampe. Il ne sciait pas, il ne le pouvait pas. Son fils souriait, pas un tic. Il n'évitait pas le contact visuel. Il souriait et regardait droit dans les yeux d'une enfant qui n'avait même pas sa place ici. Un agent de sécurité commença à se diriger vers la fillette, mais Richard leva une main, un instinct. Quelque chose en lui murmura « N'arrêtez pas ça ». L'instant se prolongea. Mais dans la poitrine de Richard, une tempête faisait rage. Comment? Pourquoi elle, thérapeute, enseignant, spécialiste, aucun d'eux n'avait atteint Étienne, mais cette fillette, cette étrangère, l'avait fait en quelques secondes, pieds nus, non invité, inexplicable. Il descendit lentement les escaliers, une marche à la fois.
son esprit essayant de rattraper ce que son cœur savait déjà. Le monde tel qu'il le connaissait avait basculé. Lorsqu'il atteignit le bas, la fillette se figea. Elle tenta de lâcher la main d'Étienne, mais Étienne ne la lâcha pas. Il serra doucement comme pour dire « C'est bon, reste ». Richard s'approcha. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix basse. « Sophie » murmura-t-elle, sans croiser son regard. « Où sont tes parents » Elle hésita, puis secoua la tête. « Je n'en ai pas. Je suis juste entrée pour manger. » Ces mots le transpercèrent. Elle ne mentait pas. Son visage était sale, ses vêtements déchirés. Elle était entrée par la porte de service, cherchant des restes. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle avait fait voler en éclats l'âme de son fils. « Tu sais qui il est » demanda Richard. Elle regarda Étienne, puis de nouveau Richard. « Non, il était juste... là. » Il avait l'air triste. « Et tu as juste dansé avec lui ?» « Je n'avais pas prévu de le faire, » dit-elle, les yeux écarquillés. « J'ai juste senti la musique. Et puis, il a tendu la main. » Richard regarda Étienne, son fils, qui n'avait jamais tendu la main à personne, jamais levé les yeux, jamais rien initié. Et maintenant, il était là, s'accrochant à cette fillette comme si elle était de l'oxygène. La gorge de Richard se serra. Il se tourna vers les invités. Leur visage était un flou d'inconfort et de fascination. Certains filmaient, d'autres chuchotaient. Ils détestaient ça, ils les détestaient. Ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas pour leur approbation. C'était la première fois que son fils prenait vie. Et cela n'avait rien à voir avec son argent, sa technologie, ses projets. C'était elle, la fillette que personne ne voyait, la fillette que tout le monde aurait chassée. « Viens avec moi », dit-il à Sophie. Elle parut terrifiée. « Je n'appelle pas la police », ajouta-t-il. « Je veux parler, s'il te plaît. » Sophie regarda Étienne. Il hocha la tête, à peine. Cela suffit. Ils se dirigèrent vers un coin tranquille, derrière le rideau. Richard s'accroupit, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il était face à une enfant qu'il ne connaissait pas, mais qui avait accompli quelque chose de sacré. « Qu'est-ce que tu lui as fait » demanda-t-il. Elle tressaillit. « Non, je veux dire, comment as-tu réussi à l'atteindre » Elle haussa les épaules. « Je n'ai rien fait, j'ai juste dansé. » Cela le brisa. Juste danser. Quelque chose qu'aucun thérapeute n'avait jamais essayé. Aucun protocole, aucune structure. Juste l'instinct d'un enfant de se connecter. Il expira bruyamment. Des années de chagrin, de culpabilité, de contrôle. Tout se relâcha. « As-tu un endroit où dormir ce soir ?» Sophie secoua la tête. Il n'hésita même pas. « Tu viens avec nous. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne peux pas. Tu peux. Et tu viendras. Juste pour ce soir. Pour être en sécurité. » Elle semblait incertaine, mais Étienne, toujours proche, tendit à nouveau la main. Cette fois, elle la prit. Cette nuit-là, Richard s'assit seul dans son pantouse, observant les deux enfants sur le sol. Étienne montrait à Sophie comment il rangeait ses crayons. Sophie riait doucement. Pas de tension, pas de peur. Richard se sentait comme un intrus dans sa propre maison, observant une vie qu'il n'avait jamais su possible. Et quand Étienne pencha doucement la tête contre l'épaule de Sophie, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement le silence de son fils qui s'était rompu, c'était le sien. Pour la première fois depuis des années, Richard Moreau pleura. Pas de frustration, pas d'échec, mais parce qu'il réalisa qu'il avait passé des années à construire des murs, et qu'une fillette aux pieds nus les avait abattus d'une seule danse. Et vous ? Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi simple, défaire complètement tout ce que vous pensiez être vrai ? Racontez-le-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour retrouver l'espoir. Car dans un monde qui ralentit rarement, ce sont les moments les plus calmes qui nous changent le plus. Le lendemain matin, Richard n'alla pas au bureau. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, il annula tout. Au lieu de cela, il se tint dans le couloir, le café refroidissant dans sa main, observant Étienne et Sophie assis sur le tapis du salon. Deux enfants de mondes opposés, pliant du papier en petits bateaux. On ne parlait pas, mais il y avait quelque chose de mieux. Un rythme, une paix. Richard ne comprenait pas,
n'essayait pas de comprendre. Il observait simplement comme quelqu'un qui regarde un lever de soleil après des années sous terre. Plus tard dans la journée, il demanda à Sophie « Aimerais-tu rester un peu plus longtemps ?» Elle le regarda, prudente. « Pourquoi ?»« Parce que je pense qu'il a besoin de toi, et peut-être que moi aussi. » Sophie ne répondit pas tout de suite. Mais ce soir-là, elle aida Étienne à se brosser les dents, aligna ses chaussons à côté de son lit et s'assit avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Richard observait depuis l'embrasure de la porte, incapable de bouger. Quelque chose dans sa poitrine lui faisait mal, pas vraiment de la douleur, plutôt comme le dégel après un long et dur gel. Après qu'elle soit sortie de la chambre d'Étienne, il demanda « Pourquoi es-tu si douce avec lui ?» Sophie baissa les yeux. « Parce que je sais ce que ça fait d'être laissée seule. » Richard s'assit à côté d'elle sur le canapé. Les lumières de la ville clignotaient derrière les fenêtres. Il ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Pour une fois, le silence semblait sûr. « Tu n'es pas obligé de me faire confiance, » dit-il doucement. « Mais je ne te laisserai pas retourner à la rue. Je n'appartiens pas à cet endroit, » répondit-elle. Il hocha la tête. « Moi non plus, au début. » Elle leva les yeux, confuse. « Cette maison, l'argent, l'image, j'ai tout construit pour me sentir en contrôle. Mais dernièrement, ça ressemble juste à un musée. Et toi, tu y as apporté la vie. » Sophie ne dit rien. Mais elle ne se leva pas pour partir. Plus tard, cette nuit-là, Étienne se réveilla d'un rêve, en pleurant. Richard se précipita, mais Sophie était déjà là, chuchotant quelque chose, lui tenant doucement la main. Étienne se calma. Et Richard se tint à nouveau dans l'embrasure de la porte, cette fois non pas comme un observateur, mais comme quelqu'un qui commençait à croire que peut-être la connexion ne consistait pas à réparer. Peut-être s'agissait-il simplement d'être présent. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais pour la première fois, il voulait essayer. Les jours suivants se déroulèrent comme des pas prudents sur un terrain inconnu. Richard organisa une consultation médicale pour Sophie, discrètement. Il ne voulait pas d'attention médiatique, juste des réponses. Dénutrie, épuisée, mais sinon en bonne santé. Sophie détesta la consultation, mais ne dit rien. Ce soir-là, Richard lui demanda si elle aimerait un vrai lit. Elle hocha la tête. Il fit préparer une chambre d'amis, remplie de vêtements, de livres, même de matériel de dessin. Quand elle entra, elle resta immobile un instant, les yeux balayant l'espace comme s'il pouvait disparaître. Elle ne dit pas merci, ce n'était pas nécessaire. Pendant ce temps, quelque chose en Étienne commença à changer. Il ne parlait toujours pas, mais maintenant, il attendait Sophie avant les repas. Il imitait ses mouvements. Il s'asseyait plus près. Et une fois, alors qu'elle dessinait à la table de la cuisine, il posa doucement un crayon de couleur vert à côté de sa main, sa couleur préférée. Richard le remarqua, et il sourit. Il commença à rentrer plus tôt, à éteindre son téléphone, à cuisiner, mal. Ils mangeaient tous les trois ensemble. Pas beaucoup de conversation, mais beaucoup de présence. Le soir, il lisait à haute voix des livres pour enfants, sa voix raide, peu habituée à la douceur. Sophie écoutait, Étienne aussi. Le penthouse, autrefois stérile, avait maintenant des dessins sur le réfrigérateur, des couvertures drapées sur le canapé et des rires, maladroits, mais réels. Richard n'était pas sûr de ce qu'il devenait. Un refuge temporaire, un essai, mais il cessa de penser en stratégie. Il commença à penser en moments. Et pourtant, le doute n'était jamais loin. La réaction ne se fit pas attendre. Une vidéo du gala qui avait fuité était devenue virale. Étienne dansant, Richard abasourdi, la fillette en haillons. Les gros titres allaient de l'éloge au poison. Le fils d'un milliardaire touché par la gentillesse d'une enfant des rues. Rédemption mise en scène ou miracle authentique. Puis vinrent les courriels de l'entreprise. Le conseil s'inquiète de la présence d'une enfant non identifiée au domicile. Optique négative. Urgent. Limite légale de la garde informelle. Un directeur envoya un texto brutal. « Es-tu lucide, Richard ? Et si elle lui faisait du mal ?» Richard ne répondit pas, mais la question le frappa durement. Et s'il projetait sa culpabilité sur Sophie ? Et s'il avait juste besoin de se sentir utile ? Il commença à se retirer, moins présent, plus sur ses gardes. Sophie le remarqua, Étienne aussi. Un après-midi, elle prépara un petit sac.
Elle allait partir discrètement. Mais Étienne se tint dans l'embrasure de la porte, lui barrant le chemin. Son visage ne changea pas. Il ne pleura pas. Il brandit juste un morceau de papier. Un dessin. C'étaient 3 bonshommes allumettes, se tenant la main. Un grand, un petit garçon. Une fillette aux cheveux en désordre. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Juste à ce moment-là, Richard apparut derrière elle. Il vit le sac, le dessin, la peur. « J'ai peur aussi, » dit-il doucement. « Mais s'il te plaît, ne pars pas. » Elle ne partit pas. Et plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient tous assis sur le tapis, Étienne prit une lettre aimantée et la brandit. « F », dit-il. Richard et Sophie se figèrent. C'était le premier son qu'Étienne ait jamais prononcé. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas prévu, mais c'était réel. Et c'était suffisant pour leur rappeler à tous quelque chose d'extraordinaire prenait racine. 3 semaines plus tard, la Fondation Moreau tenait son événement de presse annuel. Normalement, Richard aurait délégué, serait apparu 10 minutes et aurait disparu. Mais cette année, les choses étaient différentes. Il se tenait en coulisses, vêtu d'un simple costume bleu marine, sans cravate, sans script, dans la foule, investisseurs, partenaires technologiques, journalistes, mais aussi des enseignants, des thérapeutes, des parents d'enfants neurodivergents, et au premier rang, Étienne. Assis à côté de Sophie, tous deux vêtus de tons doux et naturels. Pas de flash, pas de spectacle, juste la famille. L'animateur présenta Richard sous des applaudissements convenus. Il s'avança, prit le micro, puis marqua une pause. « J'ai écrit des discours pendant la majeure partie de ma vie, » commença-t-il. « Aujourd'hui, je n'en ai pas écrit. Je vais juste parler en tant que père. » La salle se tut. Pendant 8 ans, mon fils n'a jamais dit un mot, jamais dansé, jamais souri. Je m'en suis voulu. J'ai essayé de réparer ça avec la science, la stratégie, l'argent. Il baissa les yeux vers Étienne, qui le regarda en retour, calme et présent. Et puis, une nuit, quelqu'un est entré dans nos vies. Quelqu'un de petit, silencieux, non invité. Et elle n'a pas essayé de le réparer. Elle a juste dansé. Des murmures parcoururent l'audience. Elle n'avait pas de nom de famille quand elle est entrée chez nous. Maintenant, elle en a un. Sophie Lane Moreau. Les gens se figèrent. Elle a changé la vie de mon fils. Et la mienne, pas par des programmes ou des politiques, mais par la présence. En voyant quelqu'un que les autres ignorent, il se tourna vers le côté de la scène. « Sophie, voudrais-tu monter ici, s'il te plaît ?» Elle hésita. Mais Étienne lui toucha doucement la main, et elle se leva. Alors qu'elle montait sur scène, les gens la virent différemment, non pas comme un cas de charité, mais comme une force. « Et c'est la personne la plus courageuse que je connaisse, » dit Richard. « Elle m'a appris que l'amour ne se gagne pas. Il se reconnaît, il se rend. » Les yeux de Sophie brillèrent. Richard s'agenouilla, la regarda. « Je ne suis pas un homme parfait, mais je promets d'être ton père de toutes les manières qui comptent, pas seulement légalement, pas seulement aujourd'hui, mais chaque matin où tu te réveilleras sous mon toit, et chaque nuit où tu t'endormiras en sachant que tu es en sécurité. » Quelqu'un se mit à pleurer dans l'assistance. Étienne se leva lentement et se dirigea vers eux, sans aide. Il fouilla dans sa poche et sortit 2 petits bracelets élastiques, faits à la main. L'un disait « Sophie », l'autre « Étienne ». Il lui en donna un, l'autre à Richard. Puis, doucement, à peine plus fort qu'un murmure, il dit « Famille ». Un silence plus profond que des applaudissements s'empara de la pièce. Et puis, une ovation debout, tonitruante. Sophie serra Étienne dans ses bras, puis Richard. Pas de mots. Juste la chaleur de quelque chose qui avait pris racine lentement, douloureusement, mais pleinement. Plus tard, interrogé par un journaliste sur l'impact que cela aurait sur son image publique, Richard sourit. « Je me fiche de ce que le monde voit. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il voit. » Il regarda Étienne. « Et ce qu'elle ressent. » Ce soir-là, de retour à la maison, Étienne dansa de nouveau, sans musique, sans public. Juste de la joie. Sophie le rejoignit. Et Richard regardait cette fois non pas de loin, mais du cœur de quelque chose qu'il pensait autrefois ne jamais comprendre. L'amour inconditionnel. Les mois passèrent. La frénésie médiatique s'estompa.
Les gros titres passèrent à autre chose. Mais à l'intérieur de la maison Moreau, tout avait changé. Les matins commencèrent maintenant par de tranquilles bavardages au petit déjeuner, Sophie fredonnant un air, Étienne gribouillant des formes sur des serviettes et Richard faisant les pires œufs brouillés de la ville. Il y avait des routines, bien sûr, mais pas du genre rigide. Il y avait des rires, un contact visuel et même des histoires avant de dormir, avec des voix. Étienne parlait maintenant. Pas souvent, pas couramment, mais avec intention. Et Sophie ? Elle s'inscrivit à l'école pour la première fois, prit des cours de danse, recommença à dessiner. Elle dit un jour à Richard « Je ne pensais pas que des gens comme moi pouvaient vivre dans des endroits comme celui-ci. » Il sourit. « C'est parce que cet endroit ne vivait pas avant que tu n'arrives. » Richard dirigeait toujours son entreprise, signait toujours des contrats de plusieurs millions. Mais son plus grand investissement maintenant était le dîner à 18h, les dessins sur le réfrigérateur et les séances de danse du samedi matin dans le salon. Il n'avait plus besoin d'être vu. Il voulait juste voir son fils grandir, sa fille devenir, et lui-même, enfin devenir entier. Parce que parfois, les histoires les plus fortes ne sont pas racontées dans les gros titres ou les livres d'histoire. Elles s'écrivent dans de petites mains qui tiennent les vôtres dans le noir, dans le silence après la musique, dans les yeux d'un enfant qui ne dit rien, mais change tout. Peut-être n'avez-vous jamais dansé au milieu d'une salle de bal. Peut-être n'avez-vous jamais changé la vie de quelqu'un d'un seul pas. Mais peut-être avez-vous souri à la bonne personne le mauvais jour, ou tenu la main de quelqu'un qui ne pouvait pas parler, ou êtes resté quand tous les autres sont partis. Ces moments comptent, parfois. Les plus petits gestes laissent les marques les plus profondes. Tout comme Sophie, peut-être avez-vous été invisible aussi, jusqu'à ce que quelqu'un vous voie enfin. Dites-moi, avez-vous déjà été la lumière inattendue dans l'obscurité de quelqu'un? Ou quelqu'un vous a-t-il déjà sauvé sans même le savoir? Partagez-le dans les commentaires, parce que votre histoire pourrait être l'étincelle que quelqu'un d'autre attend. Et si celle-ci vous a touché le cœur, laissez un like et abonnez-vous. Nous avons beaucoup d'autres histoires vraies qui prouvent que l'amour est plus fort que le silence.